Ça, c'est le travail quand on retrouve un film qui était dans une boîte, qui était destiné à être oublié pour l'éternité, puis qu'un jour, en faisant mes petites recherches, je me dis, bah oui, mais ce film, il doit exister quelque part. Alors c'est vrai que ça a duré 10 ans pour retrouver cette copie. Et puis au final, bon, ben voilà, c'est le reflet d'une époque révolue. Dedans, ben, tous les fils et filles d'immigrés italiens peuvent retrouver aussi, même d'autres immigrations aussi, peuvent retrouver des choses. Bon, c'est les années 70, le monde ouvrier. Il faut savoir qu'un film comme Les Quetchs pour l'hiver dans le panorama cinématographique de l'époque, c'est un ovni, parce qu'en fait, les films étaient souvent réalisés sur Paris, que des films de fiction, traitant du monde ouvrier dans les années 70 en France, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait certains réalisateurs comme Carpita à Marseille, il y avait René Alliot aussi à Marseille, il y avait plusieurs des centres de production régionaux qui faisaient des films militants, en Bretagne aussi, mais dans tout l'est de la France, quand on regarde bien, si on regarde un peu la filmographie de notre pays, ben, des films en milieu ouvrier faits par des enfants d'ouvriers, tout ça, ben, voilà, je pense que c'est le seul. Par la suite, évidemment, il y a eu d'autres films qui ont été faits. Bon, avant, il y a aussi Castagnette et Tango, un autre film, que peut-être l'année prochaine au festival, on va ressortir aussi, parce que c'est un film qui a aussi son intérêt, qui a un côté plus expérimental, on va dire. Mais avec les mêmes musiques, avec toujours le duo Jean-Paul Minichetti, Patrice Parachini qui faisait l'image, enfin la musique, excusez-moi. Donc voilà. Et l'image c'était Daniel Brachetti qui est là. Nous avons aussi Josiane qui est dans la salle. Josiane, la petite fille en vélo qui est passée en transition. Voilà. Mais elle s'est sauvée. Elle s'est cachée. Voilà. En fait, Josiane était dans la salle. Et puis je pense qu'il y avait d'autres personnes aussi, peut-être, qui se sont retrouvées. Voilà. La dame en rouge, c'était la dame qui accompagnait quelqu'un qui était malade dans les toilettes de chez Hein, qui était la discothèque que tout le monde connaissait dans le coin. Et dancing, hein, c'était pas une discothèque. Ouais. Dancing, hein. Un dancing, excusez-moi, on m'a corrigé. Donc voilà. Donc si vous avez des questions ou des choses si ça vous a évoqué des choses, si vous avez envie des choses à dire, on est en famille, donc vous pouvez, n'hésitez pas à parler, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais passer le micro à Jean-Paul parce que c'est toi, moi j'étais que le restaurateur et le retrouveur. Le restaurateur, c'était du très bon miam miam, hein. C'était de la gastronomie française. Voilà, non, ce monsieur qui est mon ami depuis très longtemps, moi j'avais oublié ce film. Pour moi, c'est l'anniversaire de Thomas que sûrement... Tiens, au fait, qui l'a vu parmi vous, l'anniversaire de Thomas? Ouais, chaque coup, ouais, voilà. Donc, qui lui a eu un succès extrêmement important. Mais celui-là me gênait parce que j'avais 21 ans. Donc, on n'est pas mûr déjà dans la vie, à mon avis. Mais bon, moi, cinématographiquement, j'apprenais mon métier. Et puis, les trois techniciens professionnels qui m'ont aidé à Paris et qui étaient pas connus du grand public, mais qui étaient archi célèbres au sein du cinéma français, au sein de la profession. Moi, je me retrouve avec eux à Paris, tous les trois, extrêmement professionnels, savoir qu'ils m'ont pas du tout volé le film. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, le petit jeune, je sais pas, l'un, ils étaient autour entre 40 et 50 ans. Pas du tout, c'est ça qui m'a sidéré, c'est qu'on discutait, ils faisaient des propositions, et puis après, ils me laissaient tout seul, et je devais prendre la décision finale. Alors moi, j'avais la gorge serrée. En Vienne-Villeru, on est face à vraiment... C'était hyper célèbre, quoi. C'était des grands. L'ingénieur du son, je répète, Chris Parker, qui est un sacré réalisateur, et la monteuse d'Éric Rohmer, Cécile de Cugis.
Et ça qui est formidable chez les vrais pros, ils ne vous volent pas. Ils ont un respect infini du réalisateur, sauf que l'autre, il a 21 balais, il vient de Villeroux. Che fai adesso, mannaggia? Et je devais leur répondre, parce qu'ils attendaient l'ordre ou la consigne en disant « Ok, tu fais ça ». Donc à titre personnel, c'est passionnant. Et puis, grâce à Jean-Louis, vraiment, enfin, bref, il sait tout ça par cœur. Je ne vais pas en parler 20 heures, mais il a fait revivre tout ça. Après, tous les deux, on a retaillé le film, d'accord? On l'a pas seulement restauré, si vous voulez. On l'a retaillé, on a remixé des choses, on a fait plein de trucs pour en faire un film plus centré sur la famille, vous voyez. Ça, c'était mon vœu au départ. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure film pas militant? Parce que c'est pas un tract, c'est le récit de ce que 5 personnes, la famille Cartucci dans le film, vivent dans le film et ce qu'on a essayé de reconstituer. C'est-à-dire c'est leur quotidien dans une période extrêmement mouvementée, quoi. Bon, j'ai trop causé, il y a des doigts. Ah, voilà la vedette, regardez-la, c'était sauvé. Regardez-la. Il y a Josiane de se lever. Ah ben elle était debout, mais je crois qu'elle... Ah là voilà, c'est l'accès. Bravo, bravo. Non, elle a joué dans une... Vous savez la scène où elle passe en classe de transition, là, où elle se fait plus ou moins engueuler par son frère étudiant. Elle est formidable. Moi, je la trouve... Nous, on la trouve extraordinaire, voilà, quoi. Non, Jean-Louis? Josiane a loupé une grande carrière de comédienne. Je pense que si les frères Dardenne l'auraient vue en casting, ils l'auraient pris tout de suite. Je suis 100% d'accord. Elle aurait joué dans Violetta à la place de la comédienne, et puis elle aurait fait un... Elle aurait fini au Festival de Cannes. Et la même chose que la maman de Maryse Turcy, Elibera Turcy, qui avait un naturel incroyable, qui pouvait faire passer tout, parce qu'elle jouait tout simplement très naturel. Et c'est vrai que ça, c'est rare à trouver une telle spontanéité au niveau du jeu. Donc bravo, Josiane. Bravo, Josiane. Merci, après tant d'années. Madame, elle voulait poser une question. Oui, j'ai vu ce film... Attendez. Près de la bouche. Près de la bouche. Sinon, on vous entend pas. Là, c'est bon comme Ouais, ça. parfait. Merci de me laisser la parole, juste 2 petites minutes. J'ai vu ce film quand il est sorti à la salle des fêtes polyvalente de Thiel. Il est resté... Il est resté gravé dans ma mémoire pendant tout le temps. Parce que j'y revois ma mère. J'y revois mon grand-père qui joue au bout. Et j'avais vu Monsieur Sansoni il n'y a pas très longtemps, l'année dernière au festival. Et c'est pour l'anniversaire de Thomas. Et vous m'aviez dit que vous étiez en train de le remodeler. J'ai prié que ce soit fait. Je suis contente et je voulais vous remercier. Excusez-moi, je suis trop émue. Voilà. Merci beaucoup. Il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose? Oui, moi je voulais savoir, est-ce qu'il existera un support quelconque, un projet de support pour qu'on puisse l'acheter? Bonne question, je laisse Jean lui répondre. Pour l'instant, on n'a pas encore défini avec Jean-Paul, mais oui, moi je pense qu'on va plutôt, ça ne sera pas des DVD, ça sera plutôt sous la forme de clés USB pour pouvoir garder la qualité HD, parce qu'en fait c'est du full, j'ai remasterisé en Full HD, donc du coup passer en DVD Haute définition. En haute définition, du coup, à ce moment-là on fera des clés USB qu'on pourra acheter. Sinon, ça peut être aussi une possibilité, ça sera aussi de plus en plus maintenant on met par internet. Vous pouvez aller acheter le film sur internet et vous téléchargez le fichier directement sur votre ordinateur ou ensuite le mettre sur votre télé directement. Donc il y aura les deux, je pense. Et c'est en projet, il faut qu'on... C'est juste après, c'est des questions de voir avec Jean-Paul et tout ça. Voilà. Disons que là, on a fini le boulot, on vous le présente.
mais on n'a pas encore réfléchi à la suite. Mais tout à l'heure, dans le hall, il y a des personnes qui m'ont demandé, je ne peux pas aller le voir maintenant, et comment je peux l'acheter, le trouver quelque part. Donc Jean-Louis vient de faire un morceau de réponse. On va y réfléchir tous les deux, et puis oui, je crois qu'il y a des gens qui, tu as raison, qui voudront avoir une trace chez eux de ce film. Non. Ben, nous, dans un premier temps, c'était déjà sauvegarder le film, le sauver. Donc après, maintenant que tout est sauvé, qu'on a tout est bien et tout, bon, il y a encore que j'attends encore que je peux encore faire quelques corrections, notamment au niveau du son. Mais une fois qu'on aura, j'attends justement des nouvelles évolutions de l'intelligence artificielle pour pouvoir revoir les voix un peu mieux. Mais une fois qu'on aura fait ce travail-là, oui, on pourra le ressortir sans problème. Hein. Voilà. Après, là, le truc, c'était de savoir si ça allait intéresser des gens aussi, le film. Mais est-ce que le fait vous a pu laisser, c'est la question bête, pas posée. Bonjour, merci déjà pour ce film, parce que ça fait toujours du bien d'avoir un témoignage de l'époque. Moi, je voulais savoir comment vous avez obtenu les droits pour pouvoir tourner dans l'usine. Est-ce que ça a été facile, pas facile, compte tenu de la situation à l'époque et qu'on n'avait pas vraiment envie, qu'on sache ce qui se passait, etc. Donc, ça m'intéresse de savoir ça. Merci. Oui, oui, c'est, je dirais, une très bonne question, parce que voici la réponse, elle est un peu étonnante, mais il était hors de question. Bon, nous à titre personnel, je l'ai dit tout à l'heure, on ne cherchait pas à faire un film syndical, d'accord? Nous, notre envie, notre désir intime, pas seulement le mien, mais également celui de l'équipe, on faisait du cinoche. Voilà, on avait 20 ans, on s'amusait à faire du cinoche. Voilà. Pour ma part, j'avais fait 2 ans de cinéma à l'université, et je faisais personnellement la mise en pratique avec mes potes ici, d'accord? Plus un ingénieur du son qui était sur le tournage, hein, Alain Contreau, de Paris, lui il était payé, et puis les 3, j'ai oublié de dire, je vais répondre, les 3 techniciens, non, les 3 professionnels assez glorieux avec qui j'ai bossé, eux c'était à l'œil, ils n'ont pas voulu d'argent, eux ils voulaient que le film vive, existe. Alors, sauf que le contexte était tellement tendu à Micheville, puisque Auberive était fermé, il n'en était même pas question. Je veux dire, on avait des amis syndicalistes qui ont dit, mais cherche pas, ils vont penser que tu vas poser une bombe et faire exploser l'usine, ou les grands bureaux, voilà, ou la maison du directeur. Bon. Donc, tout simplement, il y avait une autre usine sidérurgique, je le dis ça pour ceux qui ne le savent pas, d'accord, une autre usine sidérurgique similaire à Micheville, juste à la frontière luxembourgeoise, à Esch-sur-Alzette, d'accord, qui est une usine qui appartenait à ce qu'on appelle l'Arbed. Tout simplement, on a pris rendez-vous, enfin, quelqu'un de notre équipe, enfin, peu importe qui, on a rencontré le directeur de la communication de l'usine. On lui a dit notre projet, à savoir, ce qui est parfaitement vrai d'ailleurs, hein, on voulait faire filmer dans l'usine, montrer le travail sidérurgique parce que c'est pas connu. Donc on y est allé franco, c'était simple, et il a dit bah, ça fait plaisir, c'est très bien. Il nous a dit oui tout de suite, il nous a délégué une personne de son équipe qui nous a accompagnés dans l'usine et on a vraiment pu faire ce qu'on voulait. Ils ont été vraiment incroyables. Et eux, ils n'étaient pas dans le truc politique et nous non plus. Donc ça, c'est fantastique, quoi. Et à ce titre, je le dis dans le film, parce que Jean-Louis m'a interviewé dans son film Studio 16, après je dirai un mot de son film. Ça, c'est personnel, ça n'engage pas Jean-Louis, ça n'engage que moi et Daniel, parce qu'on a tous les deux le même avis. Donc, on a pu faire ce qu'on a voulu. Et les images sont magnifiques, quoi. Je le dis parce que c'est resté dans nos mémoires quand on a mis les pieds là-dedans. Nos pères travaillaient là-dedans et on n'avait aucune idée de ce qu'il se passait. D'accord ? Donc on a été ébloui par le truc. Waouh, quoi, genre là, quoi. Hein, oh. Les flammes, Ouais, tout. Daniel connaissait parce qu'il bossait à l'usine, d'accord ? Tiens, d'y voir un mot. Moi, je suis pas comme Jean-Paul, donc
Moi, je suis ici de l'apprentissage de l'usine de Michel et j'ai travaillé à l'usine en tant que agent d'entretien au fourneau. Donc je connaissais très très bien le cadre. Et pour moi, c'était normal. Mais pour mes amis qui étaient étudiants, eux, ils ne connaissaient pas. C'est vrai que quand ils sont rentrés dans l'usine, ils ont été estomaqués, éblouis par ces tableaux dantesques, ces gerbes ces gerbes de flammes, etc. Quand les convertisseurs soufflent, c'est vrai que c'est extraordinaire. Mais et puis très 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 dangereux. C'est vrai. Et puis on voit les ouvriers travailler d'une manière très simple, etc. À l'aise dans leur travail, alors que nous plutôt eux, ils étaient un peu les intellos de gauche, là, ils étaient complètement à la ramasse. Et Jean-Louis a fait un film qui est complètement en lien. C'est-à-dire que Jean-Louis et moi, puis avec les autres, mais notre rencontre, c'est lui et moi. Quand on tournait l'anniversaire de Thomas, Jean-Louis, il était destiné à être ingénieur de ceci ou cela, quoi. Hein. Et il s'est faufilé vraiment dans notre équipe. Il était beaucoup plus jeune que nous. Je crois que tu avais 14, 15 ans 14 ans. Il s'est faufilé autour de nous. Il voulait absolument participer, voir, etc. Et il a été peu à peu, on va dire, l'assistant de Daniel. Genre... Il trier, il est chargé disons... Tu t'es chargé de mettre les bobines de film dans les magasins, avec un charging bag, pour charger une caméra, il fallait la pellicule était très sensible, il fallait on avait un espèce de manchon où on mettait le magasin à l'intérieur et le film il fallait le mettre à tâtons dans le magasin. Alors je lui ai appris comment il fallait le faire. Alors du coup, Jean-Louis, dans ces cas-là, on donne un coup de main. Il a fait ce qu'on lui demandait, quoi. Et il s'était pris il a eu un déclenchement comme ça de fou pour faire du cinéma. Et il a filé dans une école de cinéma très célèbre à Bruxelles. Il en est ressorti directeur de la photographie. Là-bas, il s'est lié d'amitié avec un autre qui faisait ses études aussi dans la même école, mais dans la branche réalisateur. C'est Laurent Jahuy, qui est le frère d'une actrice que vous connaissez peut-être, Agnès Jahuy, qui a formé longtemps un couple avec Jean-Pierre Bacry. Voilà, il a donc fait, Jean-Louis, une grande carrière de directeur de la photo de Laurent Jahuy, avec des films qui passaient à 20h50 au prime time sur France 3 en général, presque souvent, ou Arte, non, Jean-Louis. Tout. Bon. Voilà. Et donc Jean-Louis et moi, c'est une aventure, si vous voulez, spécifique, et ce qui fait que, il a voulu, son entêtement a voulu ressortir les Quetch, un film que moi-même j'avais essayé d'enterrer. Au passage, je voudrais dire un salut, parce qu'on ne se voit pas souvent, un gros salut à Michel Violoni. Michel fait partie aussi des gens de Villerue, il est dans la salle, je crois. Voilà, il a fait un boulot de préparation du montage. Autant Cécile de Cugis à Paris, on l'a finalisé ensemble, mais à la MJC de Villerue, on avait une salle avec une table de montage. C'est avec Michel Violoni que j'ai commencé le montage de ce film. D'accord? Dans ce qu'on appelle un bout à bout. Merci Michel. Voilà. Et donc le coup de l'usine c'est fini, puis j'arrête de parler parce qu'après c'est trop long.
Donc, s'il y a quelqu'un parmi vous qui veut prendre le micro, ma foi, c'est votre... À vous. À vous les studios. Oui, merci. Donc moi, je viens de l'autre côté de la frontière. J'ai 5 oncles qui étaient mineurs ou sidérurgistes et un grand-père. Je trouve d'abord le film extrêmement bon, à la fois au niveau de l'histoire qu'au niveau technique. Je suis admiratif que des jeunes qui avaient 20 ans ont pu réaliser ça, et je trouve que le film est au même niveau que l'anniversaire de Thomas, et je lui souhaite le même succès. Alors, un point où je ne suis pas du tout d'accord avec vous, c'est quand vous dites que ce n'est pas un film militant. Évidemment, ce n'est pas un film militant au sens de parti politique ou syndicat, mais je trouve qu'il est extrêmement militant, justement parce qu'il montre au niveau d'une famille ce qui se passe quand certaines décisions sont prises. Et je trouve aussi qu'il est extrêmement militant parce que le film retrace quand même l'histoire, si je parle du grand bassin Belgique, Luxembourg, France, l'histoire d'une population de 100 000 ouvriers dans cette région. Histoire qui sinon serait perdue ou oubliée, et je trouve très très important qu'il y ait ce type de film, et il y en a, comme vous l'avez dit, extrêmement peu qui montrent cette vie. Et aussi justement à la fois la vie à l'usine et les conséquences à la maison. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes la personne qui est intervenue aussi à Studio 16, la projection au CNA. Hein. Ça m'avait beaucoup touché, je voulais vous le dire. Hein. Oui, bonsoir. C'est un super film que vous avez fait, chapeau, hein, vu votre jeune âge à l'époque. Et il faut respecter les choses et les gens. Et moi, il y a une question que je me posais. Est-ce que des gens vous ont contacté justement pour faire passer ce film? Je prends l'exemple, dernièrement, j'ai vu une très belle émission sur le nord de la France. Et si je ne me trompe pas, elle était passée sur France 2 ou France 3 un soir. Et je l'ai regardée, ça m'a émerveillé. Et je me dis que vu la qualité de votre film, est-ce que vous avez déjà été contacté pour le montrer à la population au niveau national, quoi, voilà. C'est une question que je me posais. Oui, c'est une bonne question, mais je crois que Jean-Louis peut vous répondre, parce que sur ce film, ce qui n'est pas le cas de l'anniversaire de Thomas, il y a ce qu'on appelle, le film n'est pas broadcast. Jean-Louis, je te passe la parole parce que tu es plus doué que moi. Bah, c'est-à-dire que là, il n'est pas totalement broadcast dans le sens où c'est un film d'archives, donc il ne correspond pas complètement à certaines normes techniques, mais à partir du moment où on va faire les petits apports au niveau du son, et puis quelques apports au niveau de l'image, après, il faut garder en tête que c'est un film qui a été tourné en 16 minutes en 1972, entre 72 et 74. Quand on regarde la qualité des images vidéo qui ont été tournées, je prends l'exemple de toutes les images qui ont été tournées, la chute du mur de Berlin. À l'époque, moi, en plus, j'habitais à Berlin à cette époque-là. Et quand on voit la qualité, c'était tourné, ils avaient arrêté de tourner en pellicule, et ils avaient commencé à tourner en vidéo. Et les premières vidéos analogiques, c'est une catastrophe maintenant. Donc quand ils veulent faire maintenant, de dire « Ah ben non, la qualité n'est pas bien », non. En termes de qualité, les Quetch pour l'hiver a vraiment toutes les normes pour respecter tout ça, parce qu'il faut savoir aussi que ça a été dans ces conditions-là. Maintenant, est-ce que ça va intéresser un public? C'est toujours le problème, ou si c'est rentré dans les créneaux. Peut-être ça pourrait être fait sur une thématique sur le monde ouvrier, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, c'est à nous à savoir. Mais déjà, c'est tellement compliqué, ça prend tellement de temps de pouvoir restaurer les films, de faire des films, que la partie, par exemple, moi, pour ma part, la partie distribution, par exemple, aller chercher des distributeurs, les inscrire dans des festivals, des trucs comme ça, j'ai pas le temps. En fait, ça prend un temps mais énorme. Déjà, il faut trouver les festivals, il faut trouver les diffuseurs, et du coup, en faisant tout ce travail-là, j'ai pas le temps de faire en tant qu'artisan dans mon coin. Après, évidemment, s'il y a des gens qui seraient intéressés de pouvoir trouver des gens qui en parlent et qui veulent le distribuer, il n'y a aucun souci. Après, c'est juste après. Il faut juste que si vous en parlez, ça peut faire aussi en sorte, ça donne la possibilité, le bouche à oreille, que ça tombe dans l'oreille de quelqu'un qui est intéressé à le sortir. En tout cas, le film, s'il y a des festivals dans le coin qui veulent le passer et tout ça, il n'y a aucun souci pour le diffuser. La preuve, comme ici au Festival du film italien.
parce qu'il y avait un rapport direct, dans le sens aussi, il faut savoir que ce film, c'était dans les prémices de tout ce qui se passait à Villerue, et qu'il y a eu l'Impasse, il y a eu le film sur l'humour, il y a eu Castagnette et Tango, il y a eu avant, il y a eu ce film-là. Donc, ensuite, il y a eu l'anniversaire de Thomas, et ensuite le festival. Et tout ça, c'est la même lignée, c'est la même équipe. Et c'est, comme je l'avais dit au début, c'est Jean-Paul, avec Jack Maccarini, qui joue le rôle de l'ouvrier dans le film, qui un soir ont eu l'idée de se dire, bah, tiens, pourquoi on ne ferait pas un festival du film italien? Et c'est comme ça que le film italien est né en 1976. Je peux raconter à ce sujet un petit truc. Comment est né le festival? On n'est plus dans le film, mais tout ça, c'est les mêmes personnes. Comment est né le festival, tiens, précisément, à ce propos? Donc, Jacques Maccarini, que vous avez vu, donc, qui est l'ouvrier, il était à la fac avec moi, à Nancy. Et à la MJC, on faisait des petits festivals comme ça, festival du film comique, festival du film ouvrier, des trucs comme ça, petits à petite envergure, un week-end, parce que ça nous amusait. Et on faisait beaucoup de ciné-clubs, on passait des films en 16 mm. Parce que voilà, quand on est fan de cinéma, on essaye d'en faire, mais on essaye aussi d'en diffuser, parce qu'on aime des metteurs en scène, on aime des films. Donc, Jack, ne me demandez pas comment, je ne sais plus. On se retrouve au Gaumont, cinéma Gaumont, qui était déjà rue Saint-Dizier, qui avait déjà plusieurs salles. Un soir, on se retrouve dans une soirée organisée par RTL. Pas le RTL Radio que vous connaissez aujourd'hui, le RTL Télévision, dont le siège était à la Villa Louvigny à Luxembourg. Ce soir-là, il y avait 3 films italiens qui étaient au programme. Voilà, je me souviens plus pourquoi ni comment. On atterrit là, on regarde ces 3 films italiens, on ressort à 6h du matin. C'était la nuit. Pourquoi? Parce que Gaumont a d'abord passé ses films jusqu'à minuit 25. Bon, aucun intérêt de dire pourquoi. Mais il y a une raison. Bref, passe sa programmation normale et après, à 1h du mat, commence, c'était plein d'ailleurs, on nous présente 3 films. Donc, entre parenthèses, parce que vous connaissez sûrement le fameux Pain et chocolat, avec Nino Manfredi. On est tombé par terre, le Jack et moi, de la grandeur, je veux dire, du film et de splendide Nino Manfredi. Bref, je passe, Lucia et les Guapes, et l'autre c'était, Jean-Louis, je te l'ai dit, c'est L'incompris, je crois, de Comencini. Bon. Et le Jacques Maccarini, hop, petit matin, petit déj, les croissants et café, 6h. Bref, on tchatche tous les deux, et Jack, bon, c'est sa vie, mais il sortait avec une Milanaise, une Italienne. Donc il était très souvent en Italie. Et donc, comme il était fan de cinéma aussi, il voyait beaucoup de films italiens. Et il me dit, mais Jean-Paul, des comme ça, c'est-à-dire des 3 qu'on venait de voir, qui... lui, il ne les avait pas vus non plus, hein, mais qui m'ont époustouflé, parce que c'était un truc inconnu comme ça, des films comme on ne faisait pas en France, comme je n'avais pas vu en Europe. Et il dit, il y en a plein des comme ça. Ça s'appelle la comédie à l'italienne, enfin bref, tac, toc, 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 toc. Je dis, mais Jack, tu crois qu'on peut en rassembler, faire un festival? Il me dit, ce qui est vrai, écoute, moi je suis théoricien, je peux te donner des titres, mais tu te démerdes pour aller chercher les films, mais c'est possible. Il m'a filé toute une série de films qu'il avait vus avec son ami, plus près, c'est à Bergame, c'est à Bergamasque. Et paf, toc, le festival est né. J'ai dit, écoute, Jacques, on était au mois de février. Je dis, écoute, Jacques, on fait un festival, allez, on y va. Il me dit, vas-y. Et tous les deux, on a ébauché une liste, et puis le boulot a commencé. Et c'est comme ça que lui et moi, on a fondé le festival du film italien de Villerue au mois de novembre. D'ailleurs, pour Pain et chocolat, tu as une anecdote, c'est de dire qu'en fait, tu as réussi à avoir 1900 de Bertolucci gratuitement, les 2 épisodes, et malheureusement, Pain et chocolat a été distribué par une société américaine, je crois, un truc comme ça. Et du coup, il a été obligé de payer plein pot. Mais en fait, t'as dit oui, ok, oui. Mais tu t'es bien rattrapé parce que en fait, le film après, pendant des années, plusieurs
pendant plusieurs festivals. Ça a été le film culte. Ça a été le film culte. Et donc du coup, finalement, on est rentré dans les sous. Quoi. Oui, parce que... Non, ça vaut le coup de le raconter. C'est juste, je vous le dis parce que c'est plaisant, vous voyez, plaisant pour vous. J'essaie que ce soit pas rasoir, hein, parce que vous nous faites la gentillesse de rester là un tout petit peu, tant qu'on n'est pas là non plus pour vous, voilà, on vous renvoie la balle. Donc c'est parce que c'est marrant que je le dis. C'est ce que dit Jean-Louis, mais j'approfondis un tout petit peu parce que c'est drôle. Ce sont aussi les Américains qui distribuaient le film de 1900 de Bertolucci avec Robert De Niro et Gérard Depardieu. D'accord Et avec la Scata, l'MC, on tape des trucs à la machine et pour dire ce qu'on va faire du film. La première partie venait de sortir en France, en fait, Jean-Louis. C'est la seconde partie qui n'était pas encore sortie en France. Et je vous le dis en français, la boîte s'appelait Les Artistes Associés. C'était une très très grosse boîte américaine, fondée par que des metteurs en scène, des auteurs américains, des grands auteurs. Je fais un projet de diffusion, je discute avec Jacques Navadik, qui nous aimait beaucoup, et puis à RTL, télévision. Alors là, j'y vais au culot, hein. Je ne suis pas très culotté, mais là, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est la passion sûrement qui me donnait le feu aux fesses. Je vais voir, je demande un rendez-vous. Alors je viens d'une MJC quand même, il ne faut pas oublier. Je demande un rendez-vous au directeur de la com de Artistes Associés à Paris. Je ne sais pas pourquoi le gars, il accepte le rendez-vous. Et puis j'y vais avec mes 2 feuilles tapées à la machine de la MJC. Je dis voilà, on fait ceci, enfin bref, passons. Je lui donne mon truc, mes 2 petites feuilles minables là. Je dis je voudrais la première partie de 1900 qui vient de sortir, mais je voudrais l'avant-première qui n'est pas encore sortie en France. Quelqu'un me regarde, mais... Je me sentais tout petit, petit, comme Louis de Funès, vous savez, quand dans Le Gendarme. Et puis le gars me dit, vous êtes sûr que vous allez me faire ce plan média? Oui, je dis dans le Grand Est, je ne mentais pas là-dessus. C'est-à-dire, parce que j'avais l'accord de RTL, je savais que France 3 nous suivrait, et je dis on fera la Belgique aussi, parce qu'on invitera des journalistes belges pour la seconde partie qui n'est pas sortie. Donc ça fait un peu une grande partie de l'Est de la France. Le mec il me regarde, dit allez, je suis d'accord. Je suis d'accord, vous sortez les 2 parties. Alors moi je dis, combien ça coûte? Et croyez-moi, là j'ai 2 témoins. Hein, il me dit, gratuit. Gratuit. Vous me faites ce travail et vous revenez me voir à Paris. Gratuit. Il me dit simplement, je veux savoir le nombre de séances des 2 parties. On se met d'accord. Et voilà, 1900 est sorti au festival, dès le premier festival, en avant-première nationale. Maintenant, le coup de pain et chocolat, c'était des Américains. Mais alors ceux-là, c'est le pognon. Hein. Jean lui a dit, pognon, pognon, pognon. Le mec, il me sort, je ne vais pas vous le traduire en euros, j'ai plus idée des francs euros, une somme astronomique. Mais, comme j'étais le seul avec Jack à avoir vu ce film à Nancy, au Gaumont, j'ai pas eu peur de sa somme. J'ai vite fait mon calcul dans ma petite tête. Je savais qu'il y avait 1000 places à peu près, parce que tout le monde s'asseyait sur les tables. Vous imaginez la sécurité aujourd'hui, ils appellent les CRS. Assis sur les tables, debout, enfin un foutoir invraisemblable. Moi, je savais le potentiel incroyable de ce film, parce que j'étais tombé par terre quand je l'ai vu. J'étais bouleversé de rire et d'émotion. Ah oui, hein? Bon voilà, donc vous voyez, je ne parle pas tout seul, on parle à 3. Et puis au fond de la salle, Michel, Josiane, tout ça le savent. Je dis banco. Je signe le bon de commande. Et puis je dis aux gars, vous savez, moi je ne crois pas du tout au succès de pain et chocolat en France. Mais par contre, moi je vais faire des entrées beaucoup plus, les plus grandes entrées de Strasbourg, Nancy, Metz, Besançon. Et il me dit, je vous trouve bien prétentieux. Je dis, ben, c'est pas grave, Dieu manque que je vous paye.
Et moi, je suis parti tout content, parce qu'on allait payer la peau des fesses, et le film a fait un malheur. On a rajouté Un carton. un carton de fou, on a rajouté des séances complètes, voilà. L'histoire de pain et chocolat. Et notre fric, on l'a multiplié par 5 ou 6. Voilà, c'est le petit secret. Hein. Et le premier festival, il a fait combien d'entrées? Oui, alors là, il y a une polémique. Mais ça, la vérité, c'est toi. Ah, merci. Parce que bon, bon, le premier festival, il a fait, il a duré du mercredi au dimanche seulement, dans la salle des fêtes. Et le samedi soir, on a changé de salle parce qu'il y avait le bal des majorettes à l'hôtel de ville. Et on l'a fait dans la salle de Micheville avec un poêle à mazout. Dis rapidement le chiffre parce que les gens ils doivent partir pour les autres séances. Pardon, 8 000 entrées, après on est passé à 12 000 et puis après on a fini 8 ans après à 40 000. On va arrêter l'intervention, on vous remercie beaucoup parce qu'il y a des gens qui doivent aller manger et puis aller à la prochaine séance de cinéma. En tout cas, merci d'être venus si nombreux. Alors,